An app for mobile phones aimed at tracing the spread. A coronavirus tracing app. L'utilisation d'un outil de traçage. Depuis quelques semaines, des pays se tournent vers la technologie pour maîtriser la pandémie tout en relançant l'économie. The more people who download the app, the more effective it's going to be. Pour freiner la propagation de la COVID-19, il faut que plus de 66 % de la population ait été infectée et ait développé une forme d'immunité. Mais au moment où on se parle, ce serait surprenant que le seuil de 10 % soit dépassé au Québec. Donc, pour gagner du temps jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin, il n'y a pas beaucoup d'options pour contrôler la pandémie. La prochaine phase sera axée sur le dépistage, la recherche de contacts et le partage de données. Countries must isolate, test, treat and trace. C'est justement pour tracer que la technologie peut nous aider à retrouver les gens potentiellement infectés. Mais est-ce que ça en vaut le coup? La recherche de contacts, on le fait déjà en ce moment. Au Québec, par exemple, toutes les personnes atteintes de la COVID-19 reçoivent un courriel qui leur demande de fournir une liste de toutes les personnes avec qui elles ont été en contact pendant leur période de contagion. Un courriel est ensuite envoyé à ces personnes pour les aviser et leur demander de s'isoler. Un suivi serré des symptômes est ensuite fait auprès d'elles par courriel. Mais avec le déconfinement, cette technique-là risque d'avoir des limites. D'abord, ça prend beaucoup de personnel et ça implique aussi de connaître toutes les personnes qu'on a croisées. Lors des enquêtes, on est capable de retracer des fois des liens. Puis plus ça devient communautaire, plus ça devient difficile d'identifier la source précise. À travers le monde, on a recensé des dizaines d'applications qui utilisent soit le Bluetooth, soit le GPS ou encore des technologies combinées qui servent à tracer le parcours des gens. La Corée du Sud, qui mise entre autres sur le dépistage à grande échelle et le traçage, a déjà recours à la technologie. L'État a recours aux données de géolocalisation cellulaire, aux caméras de surveillance et même aux données de carte de crédit pour retracer le parcours d'une personne avant l'apparition de symptômes. Mais aussi, toute personne qui a un téléphone intelligent peut recevoir une alerte si elle a été proche d'une personne récemment atteinte de la COVID-19. Des informations assez personnelles et précises sont ensuite partagées, comme l'âge, le lieu de résidence, le quartier où la personne travaille et même les endroits qu'elle a pu visiter et contracter le virus. L'histoire nous montre que quand il y a des technologies de surveillance qui sont déployées, c'est très rare après qu'on fait le chemin inverse et qu'on remet le génie dans la bouteille. En Chine, l'application gouvernementale utilise entre autres les données GPS pour tracer les déplacements des gens. Mais ça va encore plus loin que ça. It's then linked to not only your passport number, but also your cell phone number so that then they can continue to track you. À l'entrée d'établissements publics, de commerces ou même des lieux de travail, une personne doit montrer un code QR généré par l'app qui affiche le risque de contagion qu'elle comporte. Si le code QR est vert, la personne n'est pas considérée à risque. S'il est jaune, ça veut dire qu'elle est à risque et qu'elle finit une quarantaine. Et s'il est rouge, ça veut dire qu'elle a des symptômes de la COVID-19 ou qu'elle attend un diagnostic. Bref, si c'est pas vert, tu peux pas vraiment te déplacer. La Chine, ça a été probablement l'un des cas qui a eu le plus grand succès. Ceci dit, c'est un niveau extrêmement intrusif. Mais est-ce qu'on pourrait voir une application similaire être instaurée chez nous? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faudrait que ça passe les tests constitutionnels. Est-ce qu'il y a une atteinte minimale aux droits? Est-ce qu'il y a des alternatives à l'utilisation des données de géolocalisation, par exemple, qui pourraient être aussi efficaces ou pratiquement aussi efficaces sans porter atteinte à la vie privée des Canadiens? C'est ce qui explique, entre autres, pourquoi il y a une autre technologie moins menaçante pour la vie privée qui tend à être favorisée dans plusieurs pays, le Bluetooth. En gros, le Bluetooth sert à savoir quel cellulaire a été en contact avec quel cellulaire et non pas où on s'est déplacé. C'est à partir de cette technologie-là qu'Apple et Google développent une interface de programmation qu'ils comptent mettre à la disposition des pays intéressés. C'est d'ailleurs à partir du Bluetooth que les applications de la France, du Royaume-Uni et de l'Australie sont notamment réfléchies. De façon générale, la technologie Bluetooth est utilisée de la façon suivante. Le téléphone utilise un code chiffré qu'il échange avec tout autre téléphone qu'il croise grâce à la technologie Bluetooth. Dans ce système, chaque téléphone enregistre les données chiffrées qu'il a récoltées sur son téléphone, ce qu'on appelle des données décentralisées. Une application pourrait être conçue de façon à enregistrer seulement les contacts d'au moins 2 mètres qui ont duré plus de 15 minutes, par exemple. Si une personne qu'on a croisée est diagnostiquée avec la COVID-19, elle l'inscrit dans l'application qui, elle, envoie un message d'alerte à tous les téléphones avec qui elle a été en contact. Une institution gouvernementale n'aurait pas besoin de garder des listes de données sur un serveur pour retracer les gens, ce qu'on appellerait un système centralisé. Plus c'est centralisé, plus il y a de l'information à la même place, plus il y a des risques au niveau de la sécurité parce que s'il y a une fuite de données, s'il y a quelqu'un qui réussit à gagner accès à ça,
c'est là que ces informations sensibles-là peuvent être extrêmement vulnérables. Cette technologie-là semble moins intrusive, mais elle comporte beaucoup de lacunes, notamment parce que sur les appareils Apple, le téléphone et l'application doivent toujours être ouverts pour que ça fonctionne. En d'autres mots, si je sors de chez moi et que j'écoute un balado, je dois m'assurer que l'application de traçage est au premier plan et que l'écran du téléphone reste ouvert en tout temps. Mais c'est pas le seul inconvénient. Dès que tu n'as pas de symptômes et que tu n'es pas testé, mais que tu peux être porteur de la maladie, ça ne va pas te compter dans le risque. Il y a les surfaces de contact, donc les gens peuvent contracter le virus à travers tout ça. Il y a vraiment une limite technique sur la capacité de ces outils-là à diagnostiquer comme il faut ou à établir un niveau de risque qui est acceptable. Selon une étude publiée dans la revue Science, pour qu'une app fonctionne, il faut qu'au moins 60 % de la population l'utilise. À Singapour, qui a été le premier pays à mettre en place son application Trace Together en mars dernier, seulement 25 % de sa population l'utilise. Et l'app ne les a pas épargnés de subir une deuxième vague de contamination. Il y a une tendance généralisée à avoir une très grande confiance en le rôle que peut jouer la technologie, alors que c'est potentiellement juste un tout petit morceau du puzzle. Ici, au Canada, il y a Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, le Québec, le Manitoba et la Saskatchewan qui pensent mettre une app à la disposition de sa population. Et c'est l'Alberta qui a été la première province à concrétiser l'idée. The more people who use the app, the safer everyone will be. Pendant ce temps-là, le fédéral réfléchit encore à l'utilisation d'une application. Par rapport à l'application, on continue de travailler là-dessus et on devrait avoir des choses à dire dans les semaines à venir. Et il y a pas mal de monde qui travaille sur la création d'une application. Ottawa discute d'ailleurs avec une douzaine d'entreprises. S'il devait imposer aux Québécois et Canadiens une application, par exemple, qui trace les mouvements puis qui centralise cette information-là auprès du gouvernement, une chose est certaine, une fois que la crise est résorbée, il faudrait absolument que cette information-là soit éliminée, sinon on ne satisferait pas les libertés fondamentales. L'une des applications proposées aux deux gouvernements a été imaginée par Mila. Son application s'appelle Covi et ce qui la distingue, c'est son utilisation de l'intelligence artificielle. Fait que l'application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de prédire si peut-être ou à quel pourcentage là, il y a des chances que tu aies la COVID. Donc, le but, c'est que toi, tu vas le savoir. Toi, on va te donner des conseils. Puis après ça, toi, tu vas pouvoir prendre des décisions. Mila dit encore réfléchir à la technologie qu'elle compte utiliser, soit le Bluetooth, la géolocalisation ou les deux. Mais pour que l'app fonctionne, il va falloir lui fournir des informations personnelles comme notre âge, notre état de santé et y inscrire nos symptômes fréquemment. La donnée reste sur le téléphone des gens, sur l'appareil mobile des gens et les appareils communiquent entre eux de façon sécuritaire. On offre aux gens la possibilité, tu n'es pas obligé, mais on te l'offre, d'envoyer une partie de tes données. Des données qui, encore une fois, sont cryptées et qui ne permettent jamais de t'identifier toi, d'envoyer ça dans un serveur central. Ces données-là vont alimenter l'intelligence artificielle. Elle va commencer à essayer de comprendre comment est-ce que le virus se transmet d'une personne à l'autre. Si une application était mise en place au Canada, il y a de très fortes chances qu'on soit libre ou pas de l'utiliser. Mais encore là, il y a des questions à se poser. Il faut qu'on sache quelles données exactement sont récoltées, où elles sont stockées, c'est quoi les mécanismes de sécurité. Il faut qu'il y ait des audits qui soient faits de manière indépendante. Il faut qu'on sache combien de temps les données vont être utilisées et quand elles vont être détruites et comment elles vont être détruites. L'anonymisation, c'est pas un tout ou rien. C'est pas t'es anonyme ou tu l'es pas, c'est des degrés. Malgré tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait les derniers mois, on sait toujours pas si une app va vraiment pouvoir nous aider à maîtriser la propagation du virus. Si vous avez trouvé ce reportage utile, n'hésitez pas à le partager et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos de RAD, je vous conseille de vous abonner à notre chaîne YouTube.